C'est la première partie de ce 19h Sport. Comme tous les lundis, c'est une émission 100% rugby qui vous attend. Au programme de ce 19h Sport, un invité exceptionnel, puisqu'avec Mathieu Dalzovo, nous avons la chance de recevoir Christophe Furios, le manager de l'UBB, sur notre plateau. Bonsoir à tous les deux. Bonjour. Alors on a beaucoup de choses à forcément aborder avec vous, Christophe, avec la fin du top 14 qui se profile, mais aussi la perspective de la saison prochaine. Mais d'abord, Mathieu, un peu d'actualité avec forcément cette Coupe d'Europe et cette demi-finale de Pro D2 qui se sont passées ce week-end, un week-end riche en rugby. Mathieu, un mot forcément sur La Rochelle qui s'offre sa toute première Champions Cup, 8 ans seulement après avoir monté en top 14. Mathieu, le moins qu'on puisse dire, c'est que sur le papier, ils étaient tous sauf les favoris. Oui, un peu à l'image aussi de l'autre rencontre en Challenge Cup entre Toulon et Lyon. C'est pas forcément le favori qui l'a emporté. C'est peut-être une leçon à garder d'ailleurs pour les prochaines échéances, peut-être pour l'Union Bordeaux-Bègles. Mais c'est vrai que le Stade Rochelais a déjoué un petit peu tous les pronostics et a sorti un gros match quand même pour se défaire du Leinster avec une énorme séquence de 5 minutes à la fin de la rencontre sous les poteaux du Leinster, alors que tout le monde pensait qu'ils allaient prendre les 3 points. Non, les Rochelais se sont entêtés pour aller chercher l'essai de la gagne à 1 minute de la fin de la rencontre. Donc c'est quand même une belle victoire, un beau titre pour le Stade Rochelais qui était passé à côté la saison dernière, à côté de ses 2 finales, on s'en rappelle. Christophe, on les voit à l'écran, ces images de Liesse, c'est 35 000 personnes qui se sont retrouvées sur le vieux port de La Rochelle pour célébrer cette victoire. Vous, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que ça vous inspire, ces images de Liesse à La Rochelle? Après, ça nous montre que tout est possible. Voilà, après une saison dernière déjà très bien accomplie, mais qui s'était soldée par 2 défaites en finale, revenir en Champions Cup avec une totale maîtrise du parcours, parce qu'ils nous ont battus facilement, et ensuite derrière ils n'ont pas eu de problème, et en sortant un gros match contre le Leicester, franchement c'est inspirant, c'est un club qui est inspirant, qui travaille bien. Je suis pas jaloux, on travaille. Est-ce que ce titre de champion d'Europe fait finalement du Stade Rochelais aujourd'hui le favori du top 14 du coup? Est-ce que ça leur donne un petit plus de confiance qui peut les amener au bout? Et en fait un concurrent plus redoutable. Après, c'est de toute façon un concurrent redoutable. Quand tu gagnes la Champions Cup, tu peux pas. Voilà, c'est pas autrement. Donc voilà, on sait que c'est une équipe qui est redoutable sur les bases, forte physiquement, avec des joueurs capables de faire la différence un peu partout. Donc de toute façon, on sait que ce sera un concurrent redoutable. Avec l'envie de les retrouver aussi au fond de vous, avec ces défaites qu'on a en travers de la gorge ici à Bordeaux. Il y a un petit. C'est l'histoire de la vie, ça. On verra plus tard. L'autre grosse actu du week-end, c'est aussi les victoires de Mont-de-Marsan et de Bayonne en Pro D2. Les 2 clubs, le Stade Montois et l'Aviron, se retrouveront en finale. C'est dimanche prochain. Ce sera à Montpellier. Mathieu, finalement, est-ce que c'est vraiment une surprise, cette affiche? On va dire que non. Bayonne qui descend de top 14. On se rappelle en plus dans quelles conditions sont descendus les Bayonnais la saison dernière du top 14. Et le Stade Montois qui a terminé loin devant, enfin leader incontesté de ce championnat. Avec aussi une leçon, les équipes qui sont passées par les barrages, donc les adversaires des 2 formations, que ce soit Oyonnax et Nevers, ont manqué un petit peu de jus, du jus perdu physiquement en barrage. Cela aura peut-être manqué pour les demi-finales. Donc il vaut mieux se qualifier directement pour les demi-finales, en tout cas en Pro D2. Pour l'instant, c'est ce qui a permis aux Bayonnais et aux Montois de se qualifier pour cette finale qu'on attend avec impatience. Ça promet en tout cas. Christophe, vous êtes du genre à suivre ce championnat tout au long de la saison ou plutôt de loin? Non, je le suis régulièrement. Je suis quelqu'un qui est passé par la Pro D2. J'ai passé 8 ans. Pas 8 ans, j'ai passé 5 ans, pardon. Donc ouais, c'est un beau championnat avec de belles équipes à l'image des demi-finales. On a vu des demi-finales qui étaient de bon niveau. Donc on aura probablement une finale indécise et qui sera une grande bagarre, forcément. Donc non, je le suis, je suis les équipes, je suis les joueurs. Voilà. Avec un petit clin d'œil aussi aux espoirs de l'Union Bordeaux-Bègles, qui se sont brillamment qualifiés contre le Stade Rochelais, qui vont retrouver le Stade Toulousain, que des amis, pour la demi-finale. Ça doit vous faire chaud au cœur aussi de voir c'est un peu à l'image de notre formation quand même. On a quasiment toutes les équipes qui étaient qualifiées. On a les petits cadets qui se sont qualifiés pour la demi-finale. Pour les quarts de finale, pardon. On a les U18 qui ont perdu à la dernière minute contre Grenoble également. Et bon, les espoirs qui font un parcours remarquable, font un parcours remarquable, un championnat plutôt bien maîtrisé, avec une qualité de jeu qui est intéressante. Donc voilà, donc maintenant, c'est encore une épreuve importante.
Donc voilà, on a envie qu'ils aillent au bout maintenant parce que ça serait complètement mérité pour ce staff et ce groupe, sachant qu'il y en a beaucoup qui jouent avec nous quand même. Oui. Mathieu, rapidement, avant de passer forcément à 100% à l'UBB, on ne pouvait pas ne pas parler de la victoire de Soye-Angoulême qui a validé sa montée en Pro D2. Souvenez-vous, c'était il y a quelques semaines à peine, Vincent Etcheto avait dit sur ce plateau même qu'il se laissait 2 semaines, 15 jours, même pas, pour justement valider cette montée en Pro D2. Et bien, c'est chose faite. Oui, ça a été serré aussi pour Soye-Angoulême pour sa demi-finale face à Valence-Roman. C'est les 2 équipes qui descendaient de Pro D2 qui se sont retrouvées et le SA15 donc, qui a validé sa remontée en Pro D2 et qui sera en finale face à Massy qui est un grand club aussi très formateur, beaucoup de jeunes joueurs qui sont passés par le club de Massy qui malheureusement fait un petit peu l'ascenseur entre la nationale et la Pro D2, mais ça sera une finale donc Massy SA15 dimanche prochain à Blagnac. On passe tout de suite à l'UBB, c'est ce qu'on attend depuis le début de l'émission. L'UBB qui était en stage à Souston il y a quelques jours à peine. Justement, quel était le programme de ce stage, Christophe? L'objectif derrière ces jours? C'était un stage, l'année dernière on n'avait pas pu le faire avec le Covid. C'est un stage, j'aime bien faire les stages comme ça de fin de saison. C'est un stage qu'on appelle phase finale, fin de saison. Donc ça nous permet de nous régler, quoi. Voilà, avec un objectif de fin de saison très clair qui doit être partagé par tout le monde. Ensuite, évidemment, un travail sur le plan physique. Nous, on a particulièrement à d'autres équipes, on a besoin de bosser physiquement parce qu'on a beaucoup de joueurs qui ont été blessés. Et là, maintenant, ils reviennent. Donc, on a besoin de retravailler, de trouver des connexions. Et après, travailler aussi sur notre jeu, quoi, tout simplement, sur notre identité de jeu, parce qu'on a besoin de travailler. Donc, et évidemment, et en même temps, dans la bonne humeur, parce que c'était un stage où il n'y a pas de match derrière. Donc, non, ça s'est plutôt bien passé globalement. Avec comme base peut-être et comme match référence, le dernier match contre Lyon, c'est ce match qui vous a fait basculer en mode phase finale ou Bon, il y a un petit moment déjà qu'on était capable de se positionner. Alors c'est vrai que la difficulté qu'on avait, c'était cette capacité à enchaîner chez nous. Je pense au match de Toulon, mais on avait été capable de beaucoup se mobiliser contre Montpellier dans la semaine. On était déjà dans un mode phase finale, quoi. Après, on avait du mal à enchaîner, en fait. Donc là, c'est vrai que ce match du Loup, pour nous, c'était un match capital, quoi. Il fallait y aller, quoi. C'était le moment où j'ai envie de dire, ou presque jamais, même si on avait une autre cartouche à Perpignan. Mais là, bon, voilà, je crois que les gars ont été capables de bien se mobiliser. Après une première mi-temps, avec pas mal d'approximations sur le jeu, notamment sur le jeu au sol. Après, on a mis la marche avant. Et quand on a marqué un essai, puis 2, ça a été plus facile pour nous, quoi. Malgré quelques approximations, vous voulez dire, est-ce que malgré tout, vous êtes rassuré après le contenu de ce match? Est-ce qu'on peut dire que l'UBB est de retour? L'UBB est qualifié, donc c'est déjà... J'en croyais pas même à la fin du match. Donc l'UBB est qualifié, donc ça valide déjà évidemment le parcours de l'année dernière. On a fait 3 demi-finales, une saison remarquable. Donc là, dans un championnat aussi dense, avec des équipes aussi difficiles, donc se requalifier en étant quasiment dans le top 2 depuis le début de la saison, c'est une chose importante pour nous. Donc voilà, donc après... on a vu des choses intéressantes qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas vues sur le match de Lyon. Il faut continuer à monter le curseur, tant sur le plan physique, sur l'état d'esprit, mais aussi dans notre rugby. On a besoin d'être meilleur dans notre rugby. On est approximatif parfois. Donc on a besoin de s'entraîner, de trouver un meilleur sens collectif à notre jeu, quoi. Ça, c'est dû bien sûr à l'absence de joueurs cadres qui ont été blessés pendant plusieurs semaines, donc il faut remettre tout le monde un petit peu dans le jus. On a vu un Mathieu Jalibert décisif contre Lyon. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question que beaucoup de supporters se posent, j'imagine, est-ce qu'il est à 100% aujourd'hui ou est-ce qu'il a encore une petite marge de progression physiquement pour retrouver son meilleur niveau? Je pense qu'il n'est pas à 100% encore, non, parce que il a été longuement blessé près de 4 mois. Il avait fait un match contre Toulon. On a senti qu'il était un peu avec le frein à main, Mathieu. Probablement j'ai fait une erreur de coaching en le lançant dans ce match. Il aurait peut-être fallu, et à mon avis plus intéressant, qu'il rentre dans le match. Donc je l'avais trouvé un peu avec le frein à main. Vous en avez parlé avec lui justement après? On en a parlé avec lui évidemment, avant, après, de la façon dont il s'est préparé. Mais après, je crois qu'il était complètement d'accord avec ça. Et puis maintenant, depuis ce match, il a remis les bouchées double au boulot. Et là, il est en train de monter en puissance. Mais un peu à l'image de l'équipe. Mais encore une fois, il n'est pas à son meilleur niveau. Donc, et comme je l'ai vu dans la presse qu'il était mort de faim, c'est plutôt bon signe. Prochain et dernier match, c'est ce dimanche, de cette phase régulière, c'est ce dimanche à Aimé-Grial. À quel type de match faut-il s'attendre face à Perpignan ce week-end? Est-ce que
Ça va être âpre. Bon, je sais à quel match m'attendre. Hein. Et évidemment. Donc voilà, donc cette dernière journée elle est incroyable, hein, évidemment, comme toutes les dernières journées, mais là plus particulièrement, pour revenir à notre match, effectivement, j'ai beaucoup de respect pour cette équipe de Perpignan parce qu'elle a fait un bon parcours, elle n'a pas lâché beaucoup de matchs, elle est toujours dans les matchs. Je trouve qu'elle a une relation, il y a un public qui est fantastique. J'aime les équipes avec cette grande relation de public, cette passion que ça génère. Donc pour eux, ça sera le match de l'année, à n'en pas douter. Avec Brive qui se déplace au Stade Français, ils ont 3 points de retard. Si Brive, ça ne se passe pas très bien et qu'ils arrivent à nous battre, ils vont se sauver sur le match. Donc oui, ce sera le match de l'année. Donc ça veut dire qu'en termes d'état d'esprit, en termes de volonté, c'est une équipe qui va être redoutable. Ça sera un énorme combat. Un énorme combat. Donc on le sait. On sait aussi ce qu'on a envie de faire. Donc on va bien se conditionner et se préparer. Et on sera prêt dimanche à 21h. C'est un test de caractère aussi pour votre équipe au moment où s'annoncent les matchs à fort enjeu et élimination directe avec les phases finales. C'est peut-être pas si mal d'aller à Aimé Giral pour voir un petit peu ce que... À ce moment-là de la saison, ouais, alors après, oui, on saura où on en est, évidemment. Mais après, derrière, les matchs sont tellement différents. Tu sais, je me rappelle l'année dernière, on a reçu le Stade Toulousain presque à la dernière journée, il me semble, ou la dernière journée, on a perdu chez nous et ça ne nous a pas empêché de faire un très bon parcours de phase finale. Donc, les phases finales, c'est tellement à part. Mais bon, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est être dans le top 2, rester dans le top 2. C'est notre ambition. Voilà, donc ça passe par prendre des points, le plus de points possible à Perpignan. On sait qu'on est attendu, on sait que cette équipe, elle va être redoutable, mais on a aussi des arguments forts et on a envie de les mettre en place. Ouais. Même déjà qualifié, l'Union Bordeaux-Bègles risque pas d'avoir une petite décompression à Aimé Giral. En tout cas, vous êtes vigilant par rapport à ça, on imagine. On en a eu des décompressions dans la saison, pas beaucoup. Mais on a eu des décompressions. Je vais parler du premier match à Biarritz. Alors là, c'était pas une décompression. On a eu du mal à rentrer en compression. C'était pas pareil. Pas démarré. Pas démarré. Donc, faux départ. Ensuite, moi, les 2 matchs qui sont pas acceptables pour moi, c'est les matchs de Pau et les matchs de Toulon. Voilà. Donc après, bon voilà, c'est notre histoire. C'est aussi cette envie d'avancer. C'est aussi tout le chemin qui nous reste à parcourir pour avoir la culture de la gagne. C'est la deuxième partie de ce 19h Sport. On a profité de cette pub pour continuer à échanger. Hein. Malheureusement, justement, on l'a souvent, rarement sur ce plateau, Christophe Furios, donc on en profite. On continue, en tout cas, avec moi. Pour le coup, c'est notre première ensemble. Ça, c'est pas pareil. Exact. On continue forcément de parler de l'UBB après avoir parlé du dernier match face au Loup. On a parlé bien sûr du prochain face à l'UPSAP. C'est ce week-end, c'est ce dimanche à Aimé Grial. On va parler avec vous, Christophe, de ce passage à vide qu'a connu l'UBB. C'était une période compliquée avec une série de défaites. Est-ce que justement, vous, pendant cette période, vous vous êtes remis en cause, sur votre management? Est-ce que vous vous êtes remis en question? Pardon, c'est peut-être plutôt ça la meilleure expression. Et quel levier vous avez cherché à activer dans ce genre de situation? On se remet en cause à chaque match. On n'attend pas d'avoir une série de mauvaises passes pour se remettre en cause. Chaque match est une remise en cause totale parce qu'on repart sur autre chose. Il faut réinventer une histoire et il faut repartir au combat. Mais là, c'est vrai que moi, j'avais rarement vu ça. On a février, mars, avril, où on a été en vraie difficulté. Alors, la particularité, c'est que ce qu'on avait énormément de blessés. On a compté jusqu'à 20 blessés. On avait des joueurs qui rentraient mais qui rechutaient. Enfin, c'était vraiment une période compliquée. Je trouvais que sur l'état d'esprit, le joueur était plutôt très très engagé. Voilà, on n'arrivait pas à gagner les matchs qui nous étaient qu'on construisait proprement. Je pense à Clermont par exemple. Ensuite, il y a eu des matchs qui ont été très durs. Les défaites ont été très dures. Je pense à La Rochelle, je pense au Racing. Donc voilà. Donc encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais le match de Pau, ça ne doit pas nous arriver, quoi. Alors après, j'ai changé mon management, j'ai pas changé mon management, je me suis adapté évidemment à la situation, et notamment celle au fait qu'on avait beaucoup de jeunes, quoi. Donc je pouvais pas mettre une grosse pression sur le groupe, parce que c'était un groupe qui donnait tout, mais qui arrivait pas. Donc il fallait qu'on soit encore plus proche d'eux. Donc voilà, donc j'ai essayé de les accompagner au mieux possible. J'ai essayé aussi de faire en sorte que le staff soit encore le meilleur, quoi, parce que ça venait de nous également. Donc voilà,
C'est une période qui est très constructive pour moi, parce que c'est la première que je vis à Bordeaux comme ça, c'est la première que je vis tout court de ma carrière, hein, avec 3 mois comme ça, où on n'arrivait pas à sortir la tête de l'eau, c'était vraiment compliqué. Mais en même temps, c'est une période qui est riche pour moi. Et je me suis aperçu quand même que ce soit le groupe ou même le staff, on n'est pas toujours très à l'aise avec l'inconfort. Donc c'est une voie de progrès pour la saison prochaine. Et peut-être même qu'on peut se servir de ça pour les matchs qui se profilent, les matchs de phase finale, de passer dans le dur comme ça, de dire n'oubliez pas où on était il y a 2 mois, ça peut jouer aussi ça. Franchement, évidemment qu'on était dans le dur parce qu'on n'arrivait pas à gagner les matchs, mais on n'a jamais été dans le dur dans le sens où on n'a pas trop décroché au score, au classement. On a toujours été dans ce top 1, top 2, et ça c'était important pour nous. Mais ça montre aussi quand même que cette période, elle était dure pour tout le monde. Hein, parce qu'avec autant de défaites, autant de mauvaises de défaites, tu peux décrocher facilement, quoi. Donc là, on est resté accroché, donc ça veut dire que on a quasiment pris des bonus partout, hein, des bonus défensifs, on s'est accroché, on était dans des positions de gagner les matchs. Donc voilà, il fallait qu'on arrive à faire basculer la balle du bon côté. Quand on arrivait à le faire comme au Stade Français, on avait un match derrière comme La Rochelle qui était très dur pour nous. Donc on a combattu ça. Aujourd'hui, j'ai la faiblesse de penser que cette expérience est derrière nous. Elle va nous servir, non pas pour la fin de saison, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Mais elle va nous servir en tout cas, à moi, elle va me servir pour construire la saison prochaine. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un petit peu de recul, vous réussissez à en déceler un petit peu les causes ou l'expliquer, vous réussissez à l'expliquer, cette période ? La cause est assez facile à expliquer. Il nous a manqué beaucoup de joueurs, énormément de joueurs, des joueurs importants. Donc ça, c'est la cause principale quand même. Quand tu n'as pas tes meilleurs joueurs, et notamment quand ils sont en nombre, c'est pas facile, quoi. Il y avait aussi un concours de circonstances dans le sens où on a joué des équipes qui étaient vraiment... Il y avait des matchs qui étaient très importants. Je me rappelle ce match à Toulon, par exemple, où il fallait que Toulon gagne absolument. Je me rappelle du match à Toulouse, qui sortait de 6 défaites. Il fallait que Toulouse gagne absolument. Donc on a rencontré des équipes qui étaient aussi sur les dents. Donc ça t'arrange pas. Ça t'arrange pas. Donc voilà, la cause, elle vient surtout de pourquoi on a eu autant de blessés, pourquoi on a eu autant de rechutes. Ça, c'est une cause dans laquelle on va travailler à la fin de la saison. Pour le moment, l'heure n'est pas au bilan. On fait attention, évidemment. On fait en sorte de plus reproduire faire en sorte qu'on ait moins de blessés. Mais le bilan se fera à la fin de la saison. Sans oublier les doublons avec les internationaux aussi. C'est quelque chose, ça, on le sait à l'avance, qu'il faut peut-être plus anticiper aussi au club. Pas. Pour nous, je ne crois pas. Même si on a eu 4 joueurs qui ont été pris, alors après Mathieu est revenu blessé, on a eu 3 joueurs, Yoram est revenu blessé. Je crois beaucoup, je crois quand même que c'est la série de blessures qui a été dure. C'est la série de blessures qui a été dure, pourquoi ? Parce qu'au-delà des qualités des joueurs qui nous manquaient, on avait des joueurs qui jouaient les matchs, qui s'entraînaient en permanence, quoi. Et il n'y avait pas de possibilité de tourner, il n'y avait pas de possibilité de créer de l'émulation. Les joueurs font des erreurs, mais ils continuent à jouer, parce qu'on n'avait pas le choix, finalement. Les jeunes étaient engagés là-dedans. Quand tu joues des matchs de ce niveau-là, aussi importants, je me rappelle d'avoir joué le Racing avec une charnière, Yann Lesgourg et le petit Matteo Garcia. En face, il y avait Machno et l'Écossais. Donc, à un moment donné, c'est pas facile, quoi. Et malgré tout, le Racing, on le perd à la 82e minute. On s'est accroché à ça, on a cherché à progresser là-dessus. Ça nous a fait progresser nos jeunes. Mais après, c'est vrai que nos jeunes ont été utilisés en beaucoup nombreux, quoi. Nombreux en même temps, et c'était pas facile pour eux. On a aussi été obligé d'utiliser des joueurs qui étaient des joueurs confirmés. Je pense à François qui a beaucoup joué dans cette période-là. Je pense à Louis qui a beaucoup joué dans ces périodes-là. Rémi. Voilà. Donc on avait cette espèce d'écart entre ce qu'on voulait faire et ce qu'on arrivait à faire. Le fait de tirer sur la gueule des mecs, de s'entraîner tout le temps, de s'entraîner avec beaucoup de jeunes, on n'arrivait pas à créer une dynamique, en fait, quoi. Voilà. Alors arrive la phase finale, parce qu'on a parlé du passé, on va quand même se tourner vers le futur, et notamment cette phase finale qui se profile pour l'Union Bordeaux-Bègles. On ne sait pas encore à quelle position vous allez terminer. Il y aura cette dernière journée pleine d'enjeux à tous les niveaux, et notamment pour l'Union Bordeaux-Bègles qui sera en déplacement au stade Émile Giral à Perpignan pour y affronter l'USAP. Vous avez l'habitude de dire qu'en phase finale, on remet tous les compteurs à zéro.
c'est ça aussi cette année. Ce sont des matchs tellement particuliers. Voilà, c'est des matchs où tu gagnes, tu continues l'aventure, tu perds, t'es en vacances. Voilà, donc, non, mais on oublie tout ce qui s'est passé dans la saison. Ouais, je le crois. Tu construis pas. Alors, tu oublies pas ce qui s'est passé dans la saison. Parce que ça s'oublie pas. Mais par contre, quand tu fais les phases finales, ça veut dire que tu as fait déjà une belle saison. Parce que sinon, en top 14, tu ne te qualifies pas. Hein. Donc ça veut dire aussi qu'il y a eu un gros travail de fait, un volume de travail de fait. Donc on s'appuie là-dessus. Mais après, les matchs de phase finale, c'est l'état d'esprit, c'est l'envie de gagner les matchs, c'est jouer les matchs pour les gagner, c'est soigner les détails, c'est être réaliste, bien défendre. C'est des choses simples, quoi. Bien faire des choses simples. Et après, il y a un peu de surprise aussi, quand même. Le spectacle aussi de ces phases finales. À quelques matchs de la fin de la saison, forcément la saison prochaine se profile aussi à l'horizon. Est-ce que, même si vous nous révélerez pas de nom précis, est-ce que le recrutement du côté des joueurs est-il bouclé? Est-ce que vous êtes encore à la recherche de certains profils de joueurs ou pas? Donc, non, effectivement, je ne donnerai pas de nom, c'est pas mon boulot, c'est le boulot du président. Je suis très attaché à ça. Ensuite, on regarde les opportunités, les différentes opportunités. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le recrutement, il est quasi terminé. Après, si on a une ou deux opportunités, on verra. Ça dépendra de notre fin de saison aussi. Et peut-être aussi la possibilité de faire monter quelques jeunes. On a vu que vous avez fait... Ça sera obligatoire. Ouais. Ils vous ont surpris ces jeunes quand même. Vous avez fait appel à eux, vous avez lancé certains jeunes à Mayol. Je pense au petit Massé qui a fait une très belle prestation à Mayol d'ailleurs. Et d'autres. Hein, mais tous, ils ont été à la hauteur. Ils vous épatent encore ces jeunes ils ont été à la hauteur. Franchement, je pense au match à Toulon, j'avais peur, non pas par rapport à nous, mais j'avais peur pour eux parce qu'on a joué une équipe qui était aux abois. Il fallait absolument qu'ils gagnent, un stade chaud, des grands joueurs en face, Paris C, Tsebet et toute la bande. Et nous, on lance Pierre Beauchaton qui a 20 ans, qui n'a pas fait un match avec nous ou des bouts de match. Donc voilà, c'est des moments incroyables. Donc, mais en même temps, c'est aussi le rôle du club. Hein. Le seul regret que je peux avoir dans ces périodes-là, c'est qu'on a été obligé de les mettre un peu ensemble, quoi. Et c'est dur. Pour lancer les jeunes, il faut qu'ils soient lancés dans de bonnes conditions. Donc ça veut dire que de temps en temps, t'en mets un ou deux, et puis c'est bien, quoi. On a aussi une autre question concernant l'arrivée de Christophe Lossuc, qui arrivera la saison prochaine. Quel sera son rôle exactement? Comment ça s'est fait l'arrivée de Christophe aura un rôle un peu similaire à celui qu'avait Nico Zenoni avant qu'il réintègre la Fédération française de rugby. Donc c'est un rôle via les jeunes. Donc voilà, il va y avoir à 3 niveaux. Il aura un rôle de formation de staff, de suivi d'équipe et d'accompagnement de gros potentiels, quoi. Avec peut-être aussi l'émergence des leaders et le recrutement forcément. Donc c'est un poste qu'on n'avait plus depuis que Nicolas était parti. J'ai besoin de ça, d'avoir ce rôle transversal. Moi, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Fredo Garcia, qui est au centre de formation, n'a pas non plus le temps de s'en occuper. On a besoin quand même de cette proximité, d'élever encore plus nos exigences. Et Christophe, avec son expérience, son caractère et surtout son envie, parce qu'il a beaucoup d'envie, va nous apporter... ou en tout cas va renforcer le staff, quoi. Oui, pas d'autres changements dans le staff prévus a priori, et même du côté des médecins, non? Pas de révélation ce soir alors. Pas de révélation. Merci beaucoup Christophe Furios d'avoir répondu à toutes nos questions sur le plateau, même les plus indiscrètes sur le recrutement. Merci à vous. Juste avant que Marie-Luce Ribaud, rédactrice en chef des magazines du journal Sud-Ouest, prenne le relais à votre place, un dernier mot sur l'actualité de l'UBB, puisque ce dimanche 5 juin, le rugby à 7 débarque en Gironde, puisque le club organise son premier tournoi de Seven ce dimanche au stade Mogat. 12 équipes s'affronteront de 10h à 20h30 pour cette UBB Sevens Cup. L'entrée est gratuite, ça s'annonce comme une superbe fête du rugby. Allez-y et ne manquez pas bien sûr de regarder cette USAP UBB qui vous attend aussi ce dimanche. On passe tout de suite avec vous Marie-Luce Ribaud qui va nous rejoindre sur le plateau, la magie du direct. Merci beaucoup encore une fois. Installez-vous Marius, on continue de parler rugby. Voilà, vous repartez justement avec un magazine Rafu, c'est le tout nouveau magazine 100% rugby que le journal Sud-Ouest vient de sortir. Le premier numéro sortira justement demain dans les kiosques. Marie-Luce, bonsoir. Bonsoir. Justement, tout d'abord, Rafu, c'est quoi? Et puis surtout, en quoi c'était important à 1 an et demi de la Coupe du Monde de publier un tel média?
Alors RAFU, effectivement, c'est bien, c'est un média qui se matérialise par une revue qui sort demain, ce qu'on appelle aujourd'hui des MOOC, c'est-à-dire on est entre le livre et le magazine. Nous avons voulu créer un projet là de papier qui est un beau livre qui fait 160 pages, dont on a une main qui, comme on dit, qui est épaisse. C'est un ouvrage. Et puis, effectivement, pourquoi on a créé RAFU? Tout simplement parce qu'on s'est dit que le 8 septembre 2023, on sera tous rugby, je crois, parce que c'est quand même un sport qui passionne une bonne partie de la France. RAFU, c'est un magazine national et qui, justement, va à la fois accompagner les Bleus jusqu'à la Coupe du Monde. Donc, on a pas mal de sujets autour du sport, vraiment, de ce qu'est le rugby, d'un point de vue parfois technique et tout, mais c'est aussi, surtout, ce qu'on veut montrer, c'est que le rugby est une culture. C'est une culture universelle, une culture qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de genre non plus, et que, voilà, il y a des formidables histoires à raconter, il y a du passé, il y a du présent, et puis on veut montrer justement que le rugby aujourd'hui, c'est un sport qui qui est dans son temps, dans l'air du temps. D'ailleurs, on a une équipe de France qui reflète ça aujourd'hui, je trouve largement. C'est ça aussi toute la force éditoriale de ce média, pas de ce magazine justement, de ce MOOC. C'est finalement cet aspect international parce que finalement, qu'importe le pays, sur le terrain, on parle tous le rugby. Oui, et quand je dis préciser que c'est un média, nous avons aussi créé un réseau social qui s'appelle RAFU, le média rugby, qui est sur Instagram et sur Facebook. Le but justement, c'est de continuer, de poursuivre, de créer une communauté autour du rugby, de s'adresser à des jeunes aussi, qui aujourd'hui que le rugby passionne. Ce sera des événements. C'est une façon aussi on va soutenir beaucoup d'associations qui œuvrent pour l'inclusion à travers le rugby. Il y en a beaucoup. On en a 3 là qu'on soutient sur des projets précis parce qu'on pense que c'est très très important. Voilà, donc c'est toute une communauté qu'on veut créer autour du rugby. Et comme vous dites, effectivement, le rugby n'a pas de frontières. On parle du rugby au Chili. On est allé à la recherche des frères Bardem en Espagne. Javier, le comédien, son frère Carlos, qui est écrivain et réalisateur, qui au lycée français à Madrid se sont mis à jouer au rugby comme des fous, et puis qui courent tous les terrains de la planète pour le rugby. Donc voilà, on a découvert aussi une femme qui est de Dijon, qui est une écrivaine très connue, qui s'appelle Camille Laurence. Et Camille Laurence, elle a son grand-père. En 1925, il y avait les All Blacks qui étaient venus jouer pour la première fois en France. Et Churchill était venu pour voir cet Anglais était venu voir ces Français jouer contre les All Blacks. Il y a une photo terrible où elle voit il y a Churchill qui est pris en photo, mais c'est son grand-père qui court à l'essai. Et cette photo, elle a hanté son enfance. Et tout. Elle est passionnée de rugby, d'ailleurs sa fille joue au rugby. Et elle nous a écrit un texte magnifique sur le rugby. Donc vous voyez, c'est quand même vraiment toute une culture. D'histoire finalement. Oui, finalement on apprend plein de choses. Premier numéro qui sort demain, en exclusivité, on va pas tout dévoiler, mais qu'est-ce qu'on retrouve dans ce numéro, dans ce premier numéro? Alors, puisqu'on est avec l'UBB, on retrouve Maxime Lucu. Maxime qui va faire son journal de bord de numéro en numéro. Quel star ce Maxime Lucu. Ouais, et justement, on va à travers lui être avec lui sur cette montée en puissance jusqu'à la Coupe du Monde, avec ses doutes, ses certitudes, est-ce que je vais arriver à être sur la feuille de match, et justement tout ce qui va traverser à partir de demain dans le numéro jusqu'à septembre 2023. RAFU, le premier numéro, c'est demain matin dans les kiosques. Merci beaucoup Marius. Merci à vous d'être venu nous présenter un petit peu en exclusivité ce tout nouveau média du journal Sud-Ouest 100% rugby. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. C'est la fin malheureusement de ce 19h Sport. On aimerait qu'il dure encore des heures pour parler rugby tout au bout de la soirée. On se retrouve dès demain pour parler cette fois-ci de sport collectif, mais cette fois-ci avec du handball, avec le Limoges Handball qui s'apprête à jouer ses 3 derniers matchs de la saison. Et puis bien sûr le Mac Basket avec vous Mathieu Dalzova. Avec le coach de l'élan Béarnais, qualifié pour les demi-finales de Betclic Elite, donc qui sera avec nous demain pour le Mac Basket. 16 ans après la dernière qualification de l'élan Béarnais, effectivement. C'est la fin de cette émission. Très bonne soirée sur TV7.